Bonjour, nous voilà dans la 12e édition du Paris Air Forum, sur une des tables rondes, je pense, qui est vraiment au cœur de la problématique qu'on a définie, souveraineté et intelligence artificielle. Et notre thème, c'est comment l'intelligence artificielle révolutionne la gouvernance des données. C'est vrai qu'on assiste à une accélération du déploiement de l'IA dans les systèmes de combat air, mer, terre, et l'actualité va en fournir beaucoup d'illustrations, parfois hélas. Et ça a des implications sans précédent sur les modes de travail entre les forces, les industriels, les agences étatiques. Et cette nouvelle donne impose de revisiter les modèles de relations entre ces acteurs afin d'être capable de s'adapter en permanence pour assurer une efficacité opérationnelle optimale. Les phases de détection, analyse, décision, action doivent se faire à des vitesses jusqu'alors inconnues. Au centre de ces modèles, la question des bases de données, leur partage, les algorithmes analytiques qui les sous-tendent, les capteurs, leur combinaison, tout ça sous les formes et entre tous les acteurs concernés, y compris l'OTAN, c'est-à-dire intégrer des acteurs qui peuvent être perçus comme extérieurs. Donc, quel nouveau mode de relation et de travail entre les acteurs faut-il définir et mettre en place, et comment construire une agilité collective? Et alors, tout de suite, je vais me tourner vers Olivier Pernudet, qui est sous-directeur anticipation de l'AMIAD. Alors l'AMIAD, c'est, comme tous les acronymes, c'est barbare, ça vient d'être créé, donc on est au cœur de l'actualité. Est-ce que vous pouvez nous définir ce qu'est l'AMIAD, à quoi ça sert, et pourquoi il fallait ce maillon spécifique? Est-ce qu'il n'y avait pas assez de maillons? Merci beaucoup. Alors en effet, l'AMIAD n'existait, vous venez à peine d'être créé l'année dernière, l'AMIAD a 1 an. En fait, les enjeux d'intelligence artificielle au sein du ministère sont quand même pas complètement nouveaux. En fait, ils existaient avant, il y avait une stratégie qui a été faite en 2019, mais qui globalement avait uniquement permis de faire comprendre les enjeux. Et en fait, la nouvelle stratégie qui est mise en place en 2024, en fait, avait pour but de changer de paradigme. Et en fait, on changeait bien d'une vision dans laquelle l'IA était peut-être vue un peu comme l'innovation, alors qu'aujourd'hui, l'IA, c'est bien quelque chose d'opérationnel. Enfin, c'est bien ce qu'on trouve partout. Et donc, c'est dans ce cadre-là que l'agence a été créée. Et donc, l'agence, avant toute chose, sa mission principale, c'est mettre de l'IA au service des armées, mettre en œuvre l'IA. Donc, en gros, en pratique, c'est accélérer, être capable de produire des outils rapidement au profit des forces, et tout ça dans un cadre qui n'est plus le cadre, en tout cas dans un cadre rénové, dans la façon dont on travaillait jusqu'à présent. Après, en fait, cette mission-là, elle s'intègre dans un cadre qui est aussi plus large. C'est-à-dire qu'en fait, bien, le but, c'est de faire un pont entre ce qui est civil et militaire, c'est-à-dire être capable de prendre rapidement tous les derniers développements qui se passent côté civil pour pouvoir les intégrer côté militaire. Mais également, on peut voir ça comme un pont entre ce qui est fait côté recherche et côté emploi. C'est pour la raison pour laquelle finalement l'agence va avoir à terme, donc elle sera composée de 300 personnes, il y aura 50 chercheurs. L'objectif, c'est de pouvoir intégrer au plus vite les innovations et pouvoir les mettre au profit des forces. Et donc c'est bien cette continuité ou cette dualité sous ces deux angles-là qui sous-tendent le fonctionnement de l'agence. Après, au-delà de ça, l'agence a une autre façon de faire, entre guillemets, qui évolue. C'est qu'en fait, derrière la stratégie, il y a une question d'accélération. Cette question d'accélération nécessite d'avoir des compétences et donc nécessite de devoir réinternaliser, en tout cas d'avoir du savoir-faire sur tous ces sujets-là. Et donc là aussi, la raison d'être de l'agence, c'est être capable de fournir une compétence, une expertise au profit des forces, des armées, pour pouvoir prendre en compte les sujets d'intelligence artificielle au plus vite. Et puis dernier point peut-être, c'est que finalement l'agence, elle a été créée à côté de la DGA, elle n'est pas au sein de la DGA, l'agence est directement rattachée auprès du ministre. Alors ça aussi, c'est notre volonté qui est en fait d'avoir, en fait, on est dans un cadre où on veut faire autrement et donc avoir une culture différente
Et c'est bien aujourd'hui ce qu'on trouve dans la façon dont l'IA s'intègre aujourd'hui. Et donc, pour pouvoir accélérer, finalement, le choix a été fait d'avoir une agence qui se crée sa propre culture, avec sa propre façon de faire pour pouvoir avancer. Et donc, ça aussi, ça s'intègre dans un mouvement plus large de réforme du ministère dans le domaine du numérique. Et on est bien dans cette orientation-là pour pouvoir répondre au plus vite aux besoins des armées. Donc, on vient de donner un cadre que l'on enrichit. La relation, c'est avec l'opérationnel, c'est-à-dire qu'il y a le déclaratif et comment ça se passe sur le terrain. Justement, la marine était au cœur de la mise en place d'une mission Clémenceau 25, où, de manière concrète, on essayait de faire conjuguer tous ces paramètres. Marc-Antoine de Saint-Germain. Bonjour à tous. Je vais rebondir sur les propos d'Olivier Pernaudet. C'est-à-dire que pour moi, l'Amiad, c'était absolument nécessaire pour embarquer les sujets du nouveau numérique tiré par la donnée et l'IA. Je vais y revenir. C'est ce que j'appelle les tâches supérieures de la fusée. Pour que les tâches supérieures puissent fonctionner, il faut que derrière, on ait une capacité à pouvoir faire tourner et des architectures numériques rénovées et de la donnée. Et tout le propos, en fait, dans la marine depuis 2 ans, c'est pour prendre conscience de ce que c'est que la donnée sur les plateformes numériques que nous opérons aujourd'hui, c'est-à-dire les bateaux, des avions, des sous-marins, les prendre différemment et les travailler différemment. Et ça aboutit par la création de ce qu'on appelle des data hubs embarqués qui ont tourné pendant Clémenceau 25. Donc, Clémenceau 25, c'était le déploiement du groupe aéronaval qui vient de se terminer pendant 5 mois, qui a été jusque dans le Pacifique, ce qui était jusqu'aux Philippines, et qui a permis en fait de mettre en œuvre ces fameux data hubs embarqués qui sont en fait des aspirateurs à données dans les systèmes, mais travailler sur des architectures complètement rénovées qui font qu'on a des applicatifs tirés par l'IA qu'on peut effectivement développer de manière agile, puisqu'en fait on les a développés pendant 5 mois, avec notamment grâce à la puissance aujourd'hui de la garde nationale, en fait la réserve opérationnelle. Donc nous avons eu des réservistes opérationnels, donc des codeurs, des data engineers, data scientists, de Capgemini, Thales, de petites boîtes comme Agir, enfin donc plein d'acteurs qui ont permis de se mettre en front des métiers d'experts et ainsi coder et développer des applicatifs tirés par l'IA. Donc la réalité aujourd'hui de l'IA embarquée, elle est là, elle fonctionne. Alors on est au début de l'aventure, parce que l'IA, on est au début de l'aventure, je pense que le patron de Cortex nous confirmera. Mais derrière, surtout moi, ma préoccupation, c'est que maintenant, les architectures numériques des plateformes puissent effectivement permettre d'avoir des systèmes de systèmes. Et nous, on a en ligne de mire, en fait, le programme du futur porte-avions, qui doit être totalement architecturé pour pouvoir faire que le partage de la donnée en très grand volume, de manière hétérogène, puisse se faire et ainsi permettre aux IA, parce que finalement, il y aura des IA embarquées dans les capteurs, comme plus tard, j'ai envie de dire, grâce à une connectivité rénovée, qui feront que tout ça permet d'avoir une capacité à isopérimètre de plateformes physiques, avions, bateaux, sous-marins, ce que j'appelle moi des plateformes augmentées, qui sont vraiment dans une logique de système, en intégrant bien sûr toute la logique des drones, qu'ils soient sous-marins, surface et aériens. Donc l'enjeu, il est là, et il n'y a pas grand-chose à mon avis à inventer, puisqu'en fait, dans un certain nombre de milieux, les technos sont éprouvés. Il faut maintenant effectivement réussir à rapatrier ces technos. Et du point de vue de l'IA, effectivement, l'AMIAD a un rôle clé de justement faire ce go-between entre les technos du monde civil, le partenariat avec le monde civil, et puis ce qu'on peut faire ensuite sur les bateaux. Merci. Alors, donc, ce qui va être intéressant, c'est comment l'industriel va s'intégrer dans cette dynamique. On a vu l'agence étatique, l'opérateur et l'industriel. C'est-à-dire que c'est lui qui va être porteur des innovations. C'est vrai que le changement de rythme est quelque chose dans un grand groupe qui ne doit pas être si facile que ça à intégrer. Et donc, je me tourne vers Michael Brossard, qui est effectivement le vice-président de Cortex, Factory, Thales. Comment vous abordez ces sujets ? Merci beaucoup, Max, et très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Déjà, pour répondre à cette question, et déjà, je suis complètement d'accord avec tout ce qui a été dit. Donc, je pense, on a un moment assez unique de l'histoire. Il y a un vrai enjeu d'accélération.
et il y a un vrai enjeu aussi de créer une équipe de France. Donc ça, voilà, on est à un moment vraiment spécial. Et je pense que Cortex, qui fédère toutes les forces de Thales qui font de l'intelligence artificielle, est un élément de réponse à cette accélération. Je vais revenir dessus. Bon, après, j'aime bien aussi prendre un peu du recul. J'ai eu la chance de travailler dans beaucoup de régions du monde et de voir beaucoup de choses. Et je pense qu'il y a, voilà, on a un moment spécial parce que, en fait, là, notre BITD, notre façon de concevoir les produits de défense doivent intégrer en fait deux notions qui sont peut-être disruptives par rapport à ce qui s'est fait jusqu'à présent. Donc, on est habitué à des grands cycles en V, on est habitué à des projets très contractuels. Mais il y a deux macro-tendances. Il y a, je dirais, tout le monde du développement logiciel, du monde agile, qui vient Agile Manifesto, qui vient à l'origine des États-Unis, toutes les boîtes de tech, qui produit aujourd'hui les plus grandes capitalisations boursières. Donc, c'est un premier paradigme de vitesse et d'innovation. Et un deuxième paradigme d'innovation qui vient plutôt de l'Asie, consumer electronics, semi-conducteurs, où on va innover tous les 6 mois, une façon de travailler qui est beaucoup plus inclusive entre tous les acteurs de la chaîne de valeur. C'est des choses que j'ai pratiquées aussi dans le passé, donc j'ai vu comment ça marche. Et en fait, l'Europe, on est resté un peu sur un modèle beaucoup plus contractuel, cycle en V. Et donc, si on veut être à la vitesse du monde, il faut qu'on évolue sur ces éléments-là. Donc ça veut dire cycle en V agile, beaucoup plus inclusif, équipe intégrée entre tous les acteurs de la chaîne. Donc je pense que voilà, c'est un enjeu quasiment existentiel pour nous sur le long terme. Donc voilà, donc ça je pense c'est le macro-contexte. Maintenant, si je, de manière beaucoup plus humble, nous par rapport à Cortex, on s'inscrit exactement dans ces notions de vitesse. Donc le but du jeu, c'est d'industrialiser des modèles en quelques mois, donc en 3 mois, 6 mois, maximum 9 mois, pour monter à des niveaux d'industrialisation. Donc on a je appelle ça le metabolic rate. Donc on a un metabolic rate où chaque jour compte. Et ensuite, l'ouverture, on n'a pas vocation à tout faire, on a vocation à intégrer, à s'intégrer. Je pense qu'on doit tous construire sur nos forces. Donc voilà, donc je suis un outil au service de la BITD. On vient d'entendre les 3 acteurs qui vont structurer cette révolution, qui vont être au cœur de cet enjeu d'accélération. Je vais me tourner vers Laurent-Pierre Baculard, qui, lui, observe, analyse tous ces éléments. Donc, il est dans Ben un des experts. Comment, par rapport à ce qui se passe en France, donc effectivement Clémenceau 25 que vous avez suivi, et puis tous ces sujets, je sais que vous les suivez activement, par rapport à ce qui se passe en particulier en Europe, quelle est l'analyse que vous en faites? Alors, bonjour Max, merci, très heureux d'être ici. Je pense que ce qu'on vient d'entendre correspond à 3 dimensions qui arrivent en même temps. Il y a une première dimension qui est l'accélération des temps de cycle. On est en train de construire de l'infrastructure d'IA. Au-dessus de ça, il y a un certain nombre d'algorithmes qui vont se développer. Mais si on réfléchit à ce qui se passe en mer Rouge ou en Ukraine, le rafraîchissement de l'algorithmie est à un niveau, Michael a parlé de plusieurs semaines, mais ça peut être de l'ordre d'1 semaine, 2 semaines pour s'assurer que l'IA est apprenante et adaptée. Donc ça veut dire qu'un temps de cycle de 2 semaines de mise à jour sur de l'algorithme, c'est très très différent d'un temps de cycle d'innovation de plusieurs années pour construire, ou plusieurs dizaines d'années pour construire un bâtiment, un bateau. Donc ça, c'est une première énorme évolution qui nécessite de faire en sorte d'adapter les modèles de travail pour se dire cette mise à jour d'algorithmie, comment est-ce qu'on la travaille entre les industriels, l'environnement institutionnel de l'infrastructure et de la sécurité des algorithmes. Accessoirement, détail, la protection cyber, s'il faut aller recharger un algorithme à distance sur un bateau ou un bâtiment par voie de communication aérienne, etc. Accélération des temps de cycle. Deuxième chose, c'est que l'IA, essentiellement, et on le voit dans toutes les entreprises pour lesquelles on travaille, ça s'apprend, c'est expérientiel. On ne peut pas définir, voilà l'IA pour votre problème, et dire aux utilisateurs, utilisez cette IA. Donc ça veut dire que la prime va vers la capacité à mettre en expérimentation des cas d'usage supportés par de l'IA, faire en sorte que ceux qui sont en première ligne en fassent un retour, ça marche pas, on adapte, et avoir une boucle courte de retour vers ceux qui développent l'IA.
Deuxième élément, pas une question de timing, c'est une question de rapprocher les utilisateurs de ceux qui développent. Et la troisième dimension, c'est qu'on va vers un monde qui va être assez hybride. On aura de l'IA multimilieu, multichamp, avec un sujet majeur de vitesse pour avoir des situations tactiques qui sont intégrées, fusionnées pour pouvoir servir les différents utilisateurs et dire où est mon avion, où est mon bateau, où sont les cibles, où sont les méchants. Et une deuxième dimension qui est une hybridation entre des drones, tout ce qui est autonomie, et des véhicules ou des plateformes habitées. Certaines qui seront low cost, good enough, d'autres qui seront très premium. Et donc il va falloir faire coexister une couche ou des couches d'IA pour faire en sorte de faire communiquer ces différents actifs et faire en sorte d'avoir les bonnes décisions à la bonne vitesse. Et donc derrière tout ça, c'est un enjeu managérial pour les utilisateurs. Du coup, c'est un enjeu de comment les différents partenaires et développeurs doivent travailler différemment. Michael a dit, c'est la fin du cycle en V. On est sur un cycle SecDevOps où il va falloir rapprocher fortement les utilisateurs opérationnels de ceux qui développent. Certains embarqués comme l'amiral en parlait à l'instant. Il y avait du développement d'algo sur le Clemenceau 25, sur les différents bâtiments, pour traiter du temps réel, d'autres qui vont être plus en temps différé. Alors je me retourne vers Olivier Pernudet. Ce qu'on vient de décrire, jusqu'à présent, les agences étatiques étaient plus réputées pour le temps long, pour mettre en place des programmes à 10, 20 ans qui sont nécessaires. On parle d'un porte-avions, donc ce n'est pas quelque chose qui se fait dans le semestre. C'est des objets complexes, on parle du SCAF, enfin, il y a différents programmes. Et puis là, tous, y compris vous, vous avez parlé de cette réactivité, cette accélération du temps des cycles. Et comment vous prenez ça en compte ? Est-ce que finalement, la question qu'on peut entendre, beaucoup de gens se posent, est-ce que c'est jouable pour l'État de se mettre dans la nécessité d'une réactivité aussi forte ? Alors, c'est bien le cœur de l'agence. C'est-à-dire qu'en fait, là, on parlait de jalons en semaine ou en mois, et c'est bien aujourd'hui la vision aussi que porte l'agence. Et en fait, comment on s'organise pour faire ça. En fait, donc, le premier point, c'est l'agence s'est organisée. Alors déjà, au-delà du fait que Bertrand Rempierre vienne de chez Google et finalement insuffle une façon de voir les choses très différente, la façon dont l'agence est construite répond aussi à ça. Et la façon dont on travaille répond aussi à ça. Je m'explique. C'est-à-dire que, par exemple, dans la façon de faire, on a réinternalisé pour pouvoir avoir la maîtrise d'œuvre d'un certain nombre de sujets. Et au lieu de se retrouver on parlait tout à l'heure de cycle en V, dans une logique de contractualisation de gros objets sur lesquels finalement on ne maîtrise pas grand-chose, et si on veut faire évoluer, on rentre dans une logique contractuelle qui prend du temps. Là, on est beaucoup plus dans une logique où on va aller chercher les bonnes briques, les petites briques, auprès de chaque industriel qui peut avoir les briques sur ces sujets-là, et pouvoir les assembler, et pouvoir maîtriser l'ensemble, et pouvoir produire quelque chose qui soit rapide et qui soit dans le tempo, nécessaire pour les forces. Et donc ça, en fait, on a quand même là aussi, on le décline d'une façon un peu particulière, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur la vision, la politique industrielle qu'on a, on le décline de 3 façons. D'abord, ce qu'on va faire, qu'on va garder, qu'on va faire en interne. Donc ça, c'est bien évidemment pour des questions de souveraineté, pour certains sujets particuliers. Donc ce qui va nous permettre, nous en plus, d'avoir l'expertise, de pouvoir maîtriser. Et donc finalement, quand on sait faire, on sait quoi demander, et finalement on sait ce qui est compliqué ou ce qui n'est pas compliqué, et donc on sait ce qui prend du temps. Le deuxième angle, c'est finalement, comme toujours, où là, s'il y a des choses qui sont clairement développées, qui sont simples à l'extérieur, ça sera du faire-faire. C'est-à-dire qu'on ira chercher des outils directement auprès de grands industriels, et comme ça se fait aujourd'hui sur certaines briques. Et puis après, on a quelque chose d'un peu particulier, où en fait, je reprends un peu ce qui a été évoqué tout à l'heure, c'est le faire avec. Alors le faire avec, c'est nous, en tant qu'agence entre guillemets d'expertise, on va connaître un certain nombre on maîtrisera le sujet d'expertise, mais on va le faire. Il y aura le faire avec les forces, parce que finalement on a un sujet finalement de tempo, de répondre aux besoins, et donc avec les forces. Et il y a un deuxième sujet, de faire avec les industriels, et de faire avec les industriels là aussi, comme on disait, différemment, c'est-à-dire que c'est plus du cycle en V, on se rapprochera beaucoup plus de quelque chose où on ira chercher des compétences particulières ou des petites briques particulières auprès des industriels. Et donc en fait, c'est bien l'ensemble de ces briques-là
qui, pour nous, ont un objectif finalement de produire des choses dans un tempo qui est différent de celui qui existe aujourd'hui. Après, la deuxième chose, dans l'ADN de l'agence, c'est la prise de risque. C'est-à-dire qu'en fait, là aussi, on est dans une logique qui est complètement différente de celle qui préexiste aujourd'hui au sein de l'administration. Aussi, c'est de dire, finalement, on est vraiment dans cette logique qu'on retrouve dans l'industrie de la tech. C'est finalement, si on se trompe, c'est pas grave, mais si on se trompe, c'est vite. Mais ça pose aucun problème pour se tromper. Et donc là aussi, c'est bien l'ensemble de tout ça qui fait qu'aujourd'hui, l'agence se construit pour pouvoir répondre à ce nouveau besoin dans le tempo qui est souhaité. Alors donc là, on parle de tempo, de prise de risque, de faire avec. L'opérateur, il a cette exigence qui vit une bascule. C'est-à-dire qu'avant, on était sur une gestion, parce que les conflits asymétriques, basse intensité, permettaient une vision qui se déployait dans le temps. Aujourd'hui, les conflits de haute intensité, on l'a vu sur les différents théâtres d'opération qui émaillent la planète. Ce qui fait la différence, c'est la réactivité, c'est trouver la solution. Et parfois, par exemple, si un aéronef a eu un problème, est-ce qu'il peut décoller le lendemain pour refaire la mission? Donc c'est le concept de good enough, je me permets cet anglicisme. Tout ça, comment vous, sur le terrain, vous l'abordez? C'est un plus, comment vous l'accompagnez? En fait, les fondamentaux de la guerre, et je vais parler de la guerre navale ou la guerre aéromaritime, parce que on est quand même dans le Paris Air Forum, et donc je vais prendre la troisième dimension vers le haut, qui est complètement consubstantielle dans la marine, notamment par le porte-avions. C'est toujours une affaire de préavis. En fait, j'aime bien dire qu'au-dessus du dioptre, parce qu'on parlait de sous le dioptre, qui est un vrai défi, aussi notamment sur la donnée et sur la capacité à comprendre ce qui se passe sous le dioptre. Je vais me concentrer sur la partie au-dessus du dioptre. Aujourd'hui, il y a une transparence quasi totale de ce qui se passe au-dessus du dioptre, au-dessus de la Terre et au-dessus de la mer de plus en plus, parce que les satellites non géostationnaires, et il y en a beaucoup, passent et qu'on soit capable de comprendre et de voir aussi en mer ce qui se passe. Tout l'enjeu pour nous, dans un conflit dit de haute intensité, ça sera de comprendre avant l'autre ses intentions. Et ces intentions sur des surfaces, sur des zones d'opération qui sont de plus en plus larges, puisqu'en fait, la capacité à voir plus loin, en fait, est un peu sans limite. J'aime bien dire, c'est worldwide, en fait. Je dois pouvoir savoir en appareillant de Toulon avec le groupe aéronaval ce qui se passe en Méditerranée orientale. Et en fait, aujourd'hui, je suis capable de le savoir. Donc la question, c'est de savoir avant l'autre, de voir avant l'autre des choses, de comprendre avant l'autre ses intentions et éventuellement de réagir. Et là, c'est la course contre le temps. C'est la course contre capacités en plus qui sont par ailleurs l'hypervélocité et des techniques qui font que le temps se raccourcit. Et donc si on ne capitalise pas sur à la fois la fusion de données de deux capteurs qui sont de nature plus ou moins hétérogène, qui font qu'en fait on arrive, et là les purs payeurs de la donnée aujourd'hui sont capables de sortir n'importe quel service à partir d'une donnée qu'ils sont capables de croiser, fusionner, traiter. Donc, il y a plein d'acteurs qui font ça aujourd'hui, et c'est assez bluffant de voir qu'on peut imaginer des services et des capacités à analyser les choses avec des applicatifs qu'on n'imaginait même pas possible de faire. Et ça, je trouve que c'est la grande force en fait, de l'IA en fait, par l'analyse des données. Donc ces capacités à fusionner des données qu'on ne croisait pas jusqu'à présent, qui sortent des services différents, donc une capacité à mieux comprendre, et puis la capacité ensuite à avoir une latence qui soit réduite dans la réaction et dans le partage des données entre les différentes plateformes. In fine, quand je dis ça, c'est peut-être une capacité à augmenter toutes les plateformes de manière à ce que les systèmes puissent fonctionner, ce qui fait qu'on n'a pas forcément besoin de plus de moyens. En revanche, les moyens sont tous plus performants. J'aime bien dire c'est 1 + 1 = 3 à la fin, ce qu'on veut. Et grâce à l'IA, grâce à la donnée, aujourd'hui, ce sont des choses sur lesquelles on peut... Donc, Clémenceau 25, c'est ça. C'est le commandant du groupe aéronaval vous dit très clairement, j'ai été bien plus efficace dans ma capacité à comprendre ce qui se passait dans le Pacifique, en mer de Chine méridionale, qui est un lieu comme un peu sous tension depuis quand même quelques années, et bien mieux comprendre parce que grâce aux algos, grâce à l'IA, grâce au croisement de données que je ne pouvais pas faire avant,
je peux désormais comprendre les choses de manière bien plus pertinente qu'avant. Et là, c'est très concret. Alors, ici, on est en public, je ne pourrais pas vous aller beaucoup plus loin dans la définition de tous ces applicatifs, mais c'est une réalité et qui est en marche. Donc, croiser les données, donc on a vu qu'à un moment, l'industriel allait avoir un rôle clé pour répondre à la demande de cette course contre le temps. Comment concevoir ces outils à ce nouveau tempo? Et donc là, je me tourne vers Cortex. Ouais. Donc, d'abord, pour rebondir à quelques messages, je pense qu'effectivement, on est à un moment où on doit. Enfin, moi, le métrique que je regarde, c'est la vitesse d'apprentissage. Donc, pour faire rebondir, voilà, on doit. Donc là, ça fait écho à la question de prise de risque. On doit mettre en place un système qui permet d'apprendre très vite pour que nos moyens sont le plus innovants possible. Ensuite, dans la façon dont on pense les capteurs, l'accès à la donnée et la propriété à la donnée qui était la question. Je répondrai en 2 temps. Le premier temps, c'est à la fin, on travaille pour avoir des cas d'usage à forte valeur ajoutée avec un univers algorithmique qui évolue fortement. Et je pense qu'il est impératif d'avoir une sorte de bac à sable où on met ensemble toutes les compétences. Et je suis un grand croyant des équipes intégrées. Je pense, on a eu dans nos équipes des gens qui sont allés sur le porte-avions. Je pense qu'il faut vraiment qu'on soit tous ensemble sur le lieu où les choses se passent pour explorer la valeur des modèles d'IA et comprendre de quelles données j'ai vraiment besoin pour faire un modèle très performant. Donc, je pense qu'il y a, dans ce monde en forte évolution, il y a d'abord une question de où est la valeur, où est l'impact, où est la performance et comment je fais aussi une IA qui est éthique, sûre, etc., responsable. Donc ça, c'est un premier élément, un premier bac à sable d'exploration. Et le second élément, c'est qu'effectivement, il faut créer un écosystème qui permet de travailler. Et là, on a depuis un certain nombre d'années des protocoles d'accord déjà avec la marine qui permet de créer un pot commun et avoir des règles d'usage de ces données-là. Donc ça, on est ouvert à travailler ensemble pour permettre effectivement maximiser la valeur. Laurent Pierre, donc on voit que cette convergence des acteurs, et on aura un échange après pour voir si cette convergence elle est vraiment partagée par tous les acteurs ou pas, ou seulement par les acteurs qui sont réunis parce qu'ils sont tous sur une zone où il y a la nécessité de prendre en compte cette accélération des cycles. Par rapport à ce qui se passe en particulier en Europe, est-ce qu'on est en avance, en retard? Où se situe la France qui, dans ce contexte d'émergence peut-être d'une défense européenne, est un pays de référence? Alors, on est globalement en avance, parce que je pense que la conscientisation au niveau français est assez forte, et la collaboration entre acteurs et la nécessité de faire évoluer le modèle est très claire. En avance par rapport à l'Europe, mais je dirais, est-ce qu'on est en avance ou pas par rapport aux États-Unis ou à la Chine? Les modèles de collaboration industrielle militaire aux États-Unis sont extrêmement proches, sinon en co-innovation depuis longtemps, avec des logiques de co-investissement, des logiques duales. En Chine, ils sont totalement fusionnés. Donc ça veut dire que sur toutes les questions qu'on vient d'évoquer, le temps de cycle, la vitesse de développement, la vitesse d'apprentissage commun, la création de compétences communes, elle est beaucoup plus forte à la masse des États-Unis et elle est encore plus forte avec la vitesse et le risque côté Chine. Donc ça, c'est déjà juste pour mettre en perspective. Ensuite, je reprends 10 secondes la vision utilisateur, parce qu'on a beaucoup parlé de l'accélération des temps de cycle, mais sous le contrôle de l'amiral, préavis de détection avant action sur un drone qui arrive sur un bâtiment, c'est de l'ordre de 10 minutes à 5 minutes. La même chose sur un missile balistique, c'est de l'ordre de quelques secondes. Donc vous multipliez ça par une dizaine de drones qui arrivent en essaim, plus quelques balistiques, ça veut dire que la capacité
à aller détecter, qualifier, décider de la riposte ou de la réponse doit être extrêmement rapide. Et ça bouge. Alors ça bouge, c'est probablement des statistiques, c'est pas forcément exact aujourd'hui, mais je pense qu'on est dans l'ordre de grandeur. Ça bouge, ça s'accélère en nombre d'objets, etc. Donc ça veut dire que le temps de préavis dont on parlait tout à l'heure est extrêmement critique. Et donc si je repars de l'expérience utilisateur pour revenir à ta question, en Europe, on est probablement en avance sur le niveau de collaboration France versus autres pays. Maintenant, il y a des catégories d'acteurs spécialisés qui arrivent sur l'IA et qui, ayant le bénéfice d'avoir de l'investissement de fonds de venture, peuvent investir 100 millions, 200 millions pour développer un certain nombre de choses qui n'est pas à l'échelle de ce que nos industriels peuvent faire. Donc là, c'est un pur problème de est-ce qu'on parle avec du venture versus des industriels qui ont des capacités de R&D qu'on connaît. Et le côté collaboration dont parlait Michael, il va être entre les industriels traditionnels avec ces acteurs-là, avec les startups. Donc toute la question revient à qui est l'orchestrateur pour faire fonctionner ce modèle-là, sur quelle base d'architecture, système analytique, d'où ce que l'Amiad commence, peut-on assurer d'avoir un socle qui soit homogène pour aller embarquer toute la diversité de ce qui peut être développé, et comment faire en sorte que tout ça soit apprenant ensemble. C'est un enjeu France, ça peut et ça va devenir un enjeu européen avec les conditions de succès des programmes européens. Sans reparler du SCAF, de Tempest ou de MGCS, on voit bien que c'est compliqué entre une répartition multi-industrielle et les questions de souveraineté étatique. Je rajouterai un point avant de l'oublier, c'est que tout ça, en fait, se fonde sur des compétences. Il faut des compétences, des talents qui doivent être développés. Alors, il y en a en grand nombre chez les industriels, il y en a en nombre croissant dans les forces, et il y en a évidemment sur l'expertise, mais il va falloir faire en sorte d'avoir les bons talents qui connaissent ou qui vont collectivement pouvoir connaître et faire évoluer l'ensemble de la chaîne, et faire en sorte que ces talents restent là où il faut, c'est-à-dire quelque part dans un one roof ou des équipes combinées qui sont capables de comprendre ce qui se passe sur le terrain, d'utiliser les algorithmes qui existent et d'aider à la faire évoluer de manière continue. Ça, c'est un vrai sujet, pas uniquement de ressources humaines, mais un vrai sujet de compétences nationales et de faire monter ensemble des compétences qui doivent être de plus en plus hybridées pour que le système fonctionne avec le nombre de personnes nécessitées. Alors, on est à un point qui est intéressant. Donc, on voit que pour l'instant, la France est au niveau. Mais effectivement, si on compare par rapport à ce qui se passe aux États-Unis et en Chine, en particulier, la puissance d'investissement, comment faire que la France et l'Europe. Alors, donc, on a vu qu'il y avait des manifestations d'intention qui sont très nouvelles en Europe. Pendant plusieurs décennies, la France portait cette vision d'une défense européenne, ce qui agaçait prodigieusement les autres pays européens qui n'avaient foi que dans le bouclier européen. On a vu qu'avec cette rupture récente du multilatéralisme générée fortement par Trump, parce qu'il y a des racines qui sont sans doute un peu antérieures, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus compliqué. La question, elle va être ouverte à tous les quatre, mais peut-être déjà, l'Amiad, est-ce que la vision des moyens et de la formation, ça a été évoqué, la formation, c'est-à-dire que si les moyens, si on n'a pas les gens pour accoucher des problèmes, pour faire l'interaction, l'amiral de Saint-Germain a évoqué la réserve opérationnelle, donc ça c'est quelque chose, mais en même temps, parfois les armées peuvent être frileuses pour pousser plus loin ce modèle de réserve, c'est-à-dire d'implication armée-nation. Et peut-être on est à un moment où une bascule où la réponse à la guerre et aux menaces qui se profilent, c'est le lien armée-nation, c'est l'armée nationale. C'est-à-dire, c'est pas une armée. Il y a des professionnels. La réserve, du reste, l'intelligence de la réserve opérationnelle, c'est d'aller chercher les professionnels. Y compris, si on lit bien De Gaulle vers l'armée de métier,
ça ne veut pas dire une armée coupée de la nation, mais au contraire, c'est une armée qui n'est pas nivelée, qui accepte les disparités. Peut-être le premier à intervenir sur ce champ-là, c'est Olivier. Comment, vu de l'État, donc qui représente la nation, qui est en relation avec l'Europe, vous voyez ce chantier? Alors, on a enfin, pour être très franc, très clair, de toute façon, on a déjà un sujet, nous, de nous consolider, d'arriver à faire quelque chose qui fonctionne propre au national. Vis-à-vis des ressources, là aussi, tout le monde l'a vu, le ministère a mis en œuvre les ressources pour avoir un calculateur, en tout cas sur les sujets des données, pouvoir traiter les données de façon importante. Ça, c'est quelque chose qu'on développe. Après, le deuxième volet sur le partage, donc le partage de la compétence de l'agence, en fait, certes l'agence a été créée, mais en fait il y a toute une organisation en fait au sein du ministère pour pouvoir avoir ces ponts entre les forces et l'agence qui est en train de se mettre en place. Et donc ça, c'est pour pouvoir avoir une diffusion de la connaissance au maximum. Et après, vis-à-vis de l'extérieur, évidemment qu'on s'intègre dans les travaux qui sont menés dans le cadre de l'OTAN pour pouvoir finalement avoir quelque chose qui fonctionne. Enfin, soyons très francs, si on revient sur le sujet de cœur de l'affaire, la donnée, finalement, si on veut faire du multidomaine, qu'on va aller là-dedans, tant qu'on ne partagera pas la donnée, il ne faut pas se leurrer, on aura de grosses difficultés à pouvoir tirer profit de ça et faire des cas d'usage IA et donc pouvoir avoir des outils opérationnels qui fonctionnent. Donc évidemment, on s'intègre là-dedans. La seule chose, c'est que l'évangélisation, en tout cas la prise en compte du sujet, est comme chez nous, tout ça évolue petit à petit. Enfin, tout le monde est dans la même situation. Alors justement, vous avez utilisé un mot-clé, c'est partage de la donnée. Je pense qu'on est au cœur. Les opérateurs qui génèrent ces données, l'accumulation d'expérience qui va permettre de définir des algorithmes signifiants, ce partage de la donnée, jusqu'à ce jour, les armées n'étaient pas des grands partageux. Je ne sais pas si les armées n'étaient pas des grands partageux. Je pense que tout le monde avait été très, très propriétaire jusqu'à présent de sa donnée, que ce soit côté étatique comme industriel. Et là, je vais signer bientôt une convention avec Thales et Naval Group pour dire qu'on accède, on partage la donnée, on la va mettre en commun. Donc, je crois qu'on était tous en fait dans la première étape qui était de dire la donnée qui est la mienne, je sais que c'est un tas d'or, je sais que ça a la valeur, donc je la garde pour moi. Après, nous, on a les cultures, quand vous imaginez bien qu'on parle de la force océanique stratégique, avec toute la classification, la sensibilité des données de la FOST, ça pose des problèmes supplémentaires. Moi, je crois qu'en fait, dans cette affaire-là, on a beaucoup parlé d'IA. Effectivement, on arrive vraiment sur le cœur finalement du sujet qui est celui de la donnée. Moi, j'aime bien dire et ça va rejoindre le problème des questions des compétences. Pour moi, l'IA, enfin, ce qui nous intéresse, c'est le cas d'usage. Ça s'appelle l'IA. C'est tiré par l'IA. J'aime bien dire c'est un tabouret. Et le socle du tabouret, c'est l'IA. C'est la partie utile du tabouret, on s'assied dessus. Le cas d'usage, tiré par l'IA. Mais ce tabouret repose sur 3 pieds. Et 3 pieds parce que s'il y a un pied qui tombe, qui n'existe pas, le reste s'écroule. C'est tiré par la donnée. Donc le partage de la donnée, l'accès à la donnée, la mise en qualité de la donnée, la valorisation de la donnée, donc la définition des data products, comment on va de plus en plus tirer les données des capteurs au plus tôt pour pouvoir la mettre en très grand volume, la croiser de manière hétérogène. Donc l'accès à la donnée avec tout ce que ça comporte effectivement de besoin d'en connaître. Et j'en arrive sur le deuxième pilier de mon tabouret, le deuxième pied de mon tabouret, c'est la sécurisation de la donnée. On ne peut pas parler de données si on ne parle pas de sécurité de la donnée. Et donc ça, c'est toutes les architectures autour du zéro trust qui sont fondamentales si on ne va pas aussi sur des architectures qui intègrent la capacité à vérifier le comportement général de la donnée, notamment passant par des notions de data-centric security, qui permettent d'emporter le besoin d'en connaître, qui permettent ensuite de dire, OK, ma donnée, en fonction de qui tu es, dans quelle communauté tu es, à ce moment-là, tu peux y accéder ou pas. Ça, c'est une réalité parce que les Américains sont en train de passer tout leur réseau de commandement militaire sur des architectures zéro trust. Le zéro trust, ça fait 20 ans que ça existe. Google a basculé sur le zéro trust dans ses propres IT depuis 20 ans. Après, une attaque cyber. C'est bien, on fait du zéro trust parce que c'est le cyber qui est derrière.
Donc ça, c'est fondamental. Si on ne s'intéresse pas à ces sujets-là, si en France, on ne bascule pas cette architecture en zéro trust, on sera limité par la capacité à échanger de la donnée. Et puis le troisième pied, que j'ai déjà évoqué, c'est celui de la connectivité, celui des tuyaux. Dans le monde civil, et je vais en discuter avec Michael Brossard juste avant, on parle beaucoup d'usage et de d'IA tiré par le cas d'usage, parce qu'en fait, la contingence qui est en dessous, la capacité à échanger la donnée, accéder à la donnée de manière assez centralisée, ça existe. En plus, il y a des hyperscalers qui vous proposent des solutions de stockage et de... Il y a du cloud de confiance qui arrive, mais enfin, ces sujets-là sont assez peu celui des entreprises en tant que telles. Nous, on doit gérer le bout en bout. Et donc, on arrive aux questions de cloud secret, de capacité à échanger de la donnée secrète. Et donc, tout ça, ça emporte en fait, tout ça. Donc, mon tabouret de l'IA, il montre bien que si on n'avance pas sur ces trois sujets de manière cohérente, en fait, rapidement, on est un peu limité. Et sur les compétences, c'est le défi, Laurent Pierre l'a bien dit, c'est le défi majeur en fait. Parce que c'est la transformation des métiers. Je ne parle pas de comment l'IA va remplacer les métiers. Moi, je n'y crois pas beaucoup. Je pense que ça va augmenter les métiers plus que ça va les remplacer, même s'il y a des domaines dans lesquels ça va peut-être les supprimer. À mon avis, c'est plutôt la marge. Non, c'est la ventilation des compétences. Quand on code à bord des bateaux, on aura besoin de data engineer dans les équipages. On aura besoin dans la TL2, peut-être d'un data engineer, parce qu'en mission, peut-être qu'il faudra quand même qu'il puisse adapter. Parce que l'architecture permettra de le faire. Donc on aura besoin sans doute de compétences assez pointues dans les équipages, en l'occurrence de la marine. Mais c'est vrai dans toutes les armées. Deuxième chose, c'est qu'après, il y a l'hyper-expertise qu'on ne voudra pas payer, parce que le faire, enfin Olivier en a parlé, fait qu'en fait, ça sera peut-être à Cortex qu'on confiera beaucoup de choses. Mais il aura quand même besoin d'avoir, comme maître d'ouvrage de l'IA, une hyper-expertise. Et c'est bien pour ça que la MIAD existe, c'est pour avoir l'hyper-compétence. Nous, on en a un petit peu aussi, on a un centre à Toulon, avec des gens très compétents, data engineers très compétents, qui ont permis de savoir où on voulait aller. Et là, il y a une cohérence globale sur la ventilation des compétences qui est devant nous, qui est compliquée. Je pense qu'il faut pragmatique, c'est la méthode de petits pas. On avance parce que le cas d'usage nous montre bien, et pour ça que Clémenceau 25, dans le domaine des compétences, est absolument édifiant, parce que ça a permis de comprendre beaucoup de choses sur où on doit viser cette ventilation des compétences. Donc l'amiral s'est adressé à Michael Brossard, donc je lui donne la parole pour qu'il réponde. Oh, je suis complètement d'accord. Non, mais j'ai pas forcément grand-chose à ajouter. Je pense que là, c'était franchement une très belle synthèse. Enfin, je suis vraiment d'accord que à la fin, il faut qu'il y ait une vraie intégration. C'est-à-dire, à la fin, c'est space and time, donc on va être dans le moment important. Enfin, quand je dis on, c'est les data engineers, les data scientists, etc. Donc, il y a vraiment besoin d'être sur les porte-avions. Moi, je suis un grand croyant aussi de la réserve. C'est quelque chose que je veux pousser dans les équipes pour permettre d'aller au plus proche de l'opérationnel, parce qu'on se rend compte des complexités. Bon, ma petite expérience militaire, voilà, on sait que c'est pas la même chose d'être devant un ordinateur quelque part, soit à Rennes ou à Paris, et être sur un bateau. On comprend tellement de choses. Donc voilà, on a besoin de rentrer finalement, c'est du bon sens presque. On va là où les choses se passent. Et après, effectivement, travailler sur, je pense, un enjeu, je dirais, c'est comment arriver à gérer différents objets qui ont des cycles naturels complètement différents. Donc de l'IA qui évolue tous les jours. Par exemple, on a un système, le Talios sur le Rafale, ça apprend tous les jours. On a du logiciel, c'est du mois. Du hardware, ça va être tous les 6 mois. Enfin, du hardware, du semi-conducteur, du cloud, du compute. Par contre, un porte-avions, on en a peut-être tous les 40 ans. Donc il faut à la fois comment je suis au goût du jour, avec des objets qui ont des temps de cycle qui sont fondamentalement différents. Tout à l'heure, Laurent Pierre a parlé d'orchestrateur. Je pense que là, dans cette discussion, je me dis, OK, c'est qui l'architecte de tout ça qui va faire travailler le collectif ensemble en s'appuyant toujours une fois sur voilà, c'est quoi l'équipe de France et c'est comment on s'appuie sur nos forces, quoi. Et c'est qui l'architecte. Le mot de la conclusion à Laurent Pierre. Je pense que la bonne nouvelle, c'est que toutes les entreprises dans le monde civil sont face à ces enjeux. Sauf que toutes les entreprises, si elles se loupent, c'est un décalage de part de marché ou une réduction de leur bilan financier, de leur résultat financier. Là, si on se loupe, c'est un peu plus problématique et c'est immédiat. C'est d'autant plus immédiat qu'il est difficile d'aller faire de l'expérimentation sur est-ce que ça améliore ma part de marché, ça monte, ça baisse. La question, c'est est-ce qu'on prend un plomb quelque part ou pas qui aura des dégâts. Donc, c'est une difficulté additionnelle qui est pour moi une fonction de forçage de l'impératif d'avancer sur ce mode de travail à inventer
qui est déjà en bonne route, parce que cette discussion existe. Et ensuite, avec deux complexités. Une complexité qui est nos compétiteurs évoluent aussi sur cette dimension-là. Donc, à un moment ou à un autre, il faudra être prêt avec les bons systèmes de mise à jour, avec les bonnes fréquences et avec surtout des acteurs qui connaissent exactement leur rôle. Et une deuxième dimension, c'est que la technologie évolue en permanence. Donc, il va falloir adapter. Je ne refais pas l'exemple de ChatGPT 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais en gros, tous les 6 mois, ça évolue. Et donc, dans les sous-jacents analytiques de protection de cyber et d'algorithmie, on n'a pas parlé d'AI agentique, mais évidemment que ça vient dans l'équation, tout ça évolue. Donc, il faut construire le système, orchestrer les différents acteurs, faire en sorte qu'on avance en expérimentant avec les opérationnels, qu'on rapproche tout le monde et qu'on s'adapte en même temps à un environnement technologique qui lui-même évolue. Voilà, donc il faut arriver à gérer tous ces paramètres avec un impératif d'être prêt rapidement. Bien, merci messieurs. En tout cas, voilà, je pense que le temps a filé. Le sujet est passionnant et certainement on y reviendra sur une posture certainement différente l'année prochaine. Dans le Paris Air Forum, c'est le concept Air-Minded. Et donc Air-Minded, un sous-marin, est totalement dans l'univers Air-Minded. C'est l'univers de la troisième dimension. C'est-à-dire comment intégrer dans sa réflexion un point de vue qui est différent. Donc, bienvenue au sous-marin. Merci. Merci.